Lecture du cycle de conférences de Rudolf Steiner intitulé Âme des peuples, la mission des âmes de quelques peuples dans ses rapports avec la mythologie germano-nordique. Bibliographie numéro 121, publiée en 1990 aux éditions Triade, traduction en français de l'allemand par Henriette Waddington et Gabriel Wagner. Le lecteur est Stéphane Le Joly. La compréhension de ce cycle de conférences présuppose que les auditeurs soient familiarisés avec les bases de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Deuxième conférence, Christiana, Oslo, le 8 juin 1910. Nous avons vu dans la dernière conférence que les entités, en lesquelles il faut voir les esprits des peuples, sont parvenues au stade où, dans l'existence qui est actuellement la leur, elles travaillent par leur je à leur corps éthérique ou corps de vie. Elles élaborent donc ce corps du fond le plus intime de leur être psychique. Vous allez certainement vous dire que ce travail sur le corps éthérique ne peut guère être directement perçu par des organes de perception extérieurs, des yeux physiques, et qu'il faut pour le percevoir une conscience clairvoyante. Pourtant, si l'activité des esprits des peuples intervient dans l'existence humaine, il devrait y avoir de ce côté-là une chose repérable ou perceptible extérieurement qui, en quelque sorte, révélerait comme une empreinte ou un reflet de ce travail des archanges. D'ailleurs, ces entités doivent bien avoir quelque chose comme un corps physique. Leur corporéité devrait se manifester sous une forme ou sous une autre. Et cette forme physique par laquelle elles s'expriment, le travail, l'énergie efficace de ces entités, devrait aussi pouvoir être perçue sous quelque forme que ce soit dans le monde où vit l'être humain, car en fin de compte, leur travail doit bien concerner le corps de l'être humain. Notre point de départ va être le corps éthérique ou corps de vie de ces entités et le travail qu'elles y effectuent. Nous devons donc dans un premier temps faire appel aux investigations de la conscience clairvoyante. Où donc celle-ci découvre-t-elle quelque chose qui puisse être considéré comme le corps éthérique de ces êtres archangéliques et comment devons-nous concevoir ce travail? Vous le savez tous, le visage, la surface de la Terre diffèrent d'un endroit à l'autre et chacun de ces endroits réunit les conditions permettant aux caractères ethniques, aux particularités nationales de s'épanouir. La mentalité matérialiste voit dans les conditions extérieures de climat, de végétation, d'hydrographie peut-être, des éléments qui, s'ajoutant à maint autre, déterminent les caractères propres au peuple qui occupe ce territoire. Il n'y a pas à s'en étonner, car la conscience matérialiste, celle du plan physique, ne connaît que ce que les yeux peuvent voir. Or, le clairvoyant voit encore bien d'autres choses. Lorsqu'il parcourt les diverses contrées de la Terre, ou qu'il arrive dans un pays pour la première fois, il sait que la connaissance du territoire, l'image du pays, ne sont pas faites seulement des caractères propres à la végétation et des particularités de conformation des sols. Que pour un matérialiste, le parfum ou l'arôme spécifique, ou encore l'aura, soit quelque chose d'abstrait, encore une fois, cela se conçoit. Mais pour la conscience clairvoyante, il monte en fait de chaque parcelle de notre terre une sorte de nuée qui lui est propre et qu'il faut bien appeler l'aura éthérique d'une contrée. Elle est tout autre au-dessus des campagnes suisses, italiennes, norvégiennes, danoises ou allemandes. Tout comme il est vrai que tout être humain a son propre corps éthérique, il est vrai qu'une sorte d'aura éthérique s'étage au-dessus de chaque partie de la surface terrestre. Or, cette aura éthérique diffère essentiellement de celle d'autres êtres, disons les êtres humains. Si nous observons un être humain vivant, nous voyons que l'aura éthérique est liée à lui tant qu'il vit, donc depuis sa naissance jusqu'à sa mort.
Elle est unie au corps physique et à vrai dire ne se modifie que dans la mesure où l'être humain se développe, où il progresse sous le rapport de l'intelligence, de la moralité, et ainsi de suite. Dans ce cas, les transformations s'y font toujours de l'intérieur. On voit s'y former des sortes d'enclaves qui s'éclairent du dedans, se mettent à briller. Il en est autrement des auras éthériques qu'on perçoit au-dessus des différents pays. Certes, elles ont, pendant de longues périodes, une certaine couleur fondamentale, quelque chose qui leur reste de façon durable. Mais il s'y produit aussi de soudaines modifications, et c'est là ce qui les distingue des auras humaines qui se modifient lentement et peu à peu, et où le changement, s'il a lieu, ne s'effectue que du dedans. Ces auras des différents pays se transforment notamment au cours de l'évolution humaine lorsqu'une ethnie quitte la contrée qu'elle habitait pour aller s'installer ailleurs. Car, chose singulière, l'aura éthérique d'un territoire donné dépend effectivement non seulement de ce qui monte en quelque sorte du sol, mais aussi de la population qui est la dernière à s'y être établie. Pour savoir comment se sont déroulés dans leur vérité les événements qui font le destin terrestre de l'espèce humaine, il est donc possible de chercher à suivre les fluctuations de l'aura éthérique correspondant à nos pays. Elles se sont transformées vraiment beaucoup, les auras de l'Europe à l'époque dite des grandes invasions. Cela montre bien qu'il y a dans l'aura éthérique d'une contrée une partie sujette à changement, qui en effet change parfois soudainement, cette modification pouvant même à certains égards être provoquée du dehors. Dans une aura éthérique de ce genre, ce qui s'élève du sol vient en quelque sorte confluer avec ce qui provient des migrations de peuples. Pour qui voit l'aura, le jugement souvent répété en sciences de l'esprit, rarement compris dans sa profondeur et avec sa portée, prend toute sa valeur. Tout ce qui est perçu dans le monde extérieur n'est que maya, illusion. On dit beaucoup cette phrase chez les théosophes, mais sans la relier à la vie. Elle énonce abstraitement la vérité. Dès qu'il s'agit de phénomènes concrets, on l'oublie pour redescendre sur le plan matériel. En vérité, les particularités mystérieuses d'une terre habitée par un peuple proviennent de son aura éthérique. Ce que voient les yeux physiques, le revêtement végétal, la conformation topographique particulière, etc., n'est au fond que Maya, illusion extérieure, c'est comme la condensation de ce qui agit dans l'aura éthérique. Toutefois, seule dépend de cette aura la partie du monde extérieur qu'elle peut influencer en tant que principe vivant organisateur. Les archanges disposent des lois spirituelles, mais ne peuvent pas intervenir dans les lois physiques. Leur influence ne s'étend pas au domaine où ces lois physiques sont seules en cause, comme par exemple le relief, les ondulations du territoire, etc., le domaine dans lequel les conditions physiques provoquent les grands bouleversements dans la vie du peuple. Les archanges ne sont pas encore assez avancés dans leur développement pour qu'ils puissent intervenir dans les conditions physiques. Du fait qu'ils ne le peuvent pas, du fait que là ils ne sont pas libres, ils doivent à certaines époques se déplacer à la surface de la Terre. C'est pourquoi ils s'incarnent comme dans un corps physique, dans tout ce qu'implique la conformation du sol, donc dans ce qui est régi par les lois physiques. Le corps éthérique du peuple ne peut pas encore s'y introduire, le pénétrer intérieurement de son activité organisatrice. Le territoire qui convient est celui qui est choisi. Et de l'union entre le corps éthérique, mais dans lequel agissent des forces spirituelles et psychiques, et la région terrestre physique, naît ce qui émane quasi magiquement d'un peuple, et qu'on ressent même extérieurement. Ce que le non-clairvoyant ne fait que pressentir, le clairvoyant peut le contempler dans le pays et ses habitants. Mais comment s'effectue donc le travail de l'archange, esprit du peuple, dans ce corps éthérique qui s'élève ainsi au-dessus du sol?
En quoi consiste ce travail? Comment intervient-il dans l'élément humain qui se meut sur ce sol dont la vie s'écoule dans le nuage de l'esprit du peuple? Son action se manifeste chez l'être humain de trois façons. C'est l'aura éthérique du peuple qui agit en l'homme en l'imprégnant et tissant en lui son réseau, de telle sorte que trois des éléments de l'entité humaine sont saisis par son activité. Le mélange des trois fait alors naître le caractère propre à tel ou tel des êtres humains vivant au sein de l'aura. Où donc l'aura éthérique agit-elle dans l'individu? Elle agit sur trois aspects du tempérament. Les tempéraments baignent dans la vie émotionnelle et agissent par le corps éthérique humain. Mais elle n'agit pas sur le tempérament dit mélancolique. L'aura éthérique du peuple agit sur les tempéraments colériques, flegmatiques et sanguins. En règle générale donc, la force de l'aura éthérique du peuple se communique à ces trois tempéraments. Or, ils peuvent se combiner dans une individualité humaine de la façon la plus variée, avec toutes les interactions possibles. Vous pouvez vous représenter l'infinie diversité résultant de ces trois forces qui se conjuguent, l'une pouvant influencer sur l'autre, prévaloir sur elle et ainsi de suite. D'où ce complexe aux multiples aspects que nous observons par exemple en Russie, en Norvège ou en Allemagne. Le caractère du peuple est fait de ce qui agit sur les tempéraments. Les différences entre individus ne proviennent que des proportions du mélange. Les tempéraments des peuples résultent ainsi du mélange opéré par l'aura d'un peuple. Voilà comment les esprits des peuples agissent sur toute la terre. Mais ces esprits suivent aussi leur propre voie, car, en ce qui les concerne eux-mêmes, l'essentiel n'est pas ce travail sur les tempéraments. Ils le font uniquement parce que dans le monde, les forces sont en interaction. Ce sont avant tout des actions faites volontairement, conformément à leur mission. Mais en outre, leur jeu a ses propres buts. Ceux-ci consistent à progresser dans leur évolution, à se déplacer au-dessus de la Terre et à s'incarner dans telle ou telle contrée de la Terre. Mais il s'agit là de leurs affaires personnelles. Ce qu'ils font par ailleurs dans les tempéraments humains, ils le font à côté, c'est leur métier. Bien entendu, leur travail fait progresser l'être humain qui en reçoit les effets. C'est pourquoi le travail de l'être humain retentit aussi sur l'esprit du peuple. Nous verrons par la suite que les individus peuvent apporter à ces esprits quelque chose d'important. Mais l'essentiel est de pouvoir suivre un esprit du peuple lorsqu'il s'incarne dans le monde, puis retourne un temps dans le monde spirituel pour s'incarner à nouveau ailleurs, et ainsi de suite. Contempler cette succession, c'est avoir en vue uniquement ce qui concerne le jeu de ces entités. Représentez-vous maintenant de façon très concrète que le corps éthérique humain est englobé dans celui du peuple. Imaginez que le corps éthérique humain et le corps éthérique du peuple agissent l'un dans l'autre, en tenant compte du fait que dans les tempéraments des peuples, le corps éthérique du peuple se reflète par le mélange des tempéraments dans les individus. Vous avez le secret de la manière dont, au sein d'une ethnie, se manifeste l'esprit d'un peuple. Avec ce qui a été dit, nous avons au fond évoqué l'essentiel du travail des archanges, esprit des peuples à proprement parler. Or, tenir compte uniquement du caractère des individus pour décrire les particularités d'un peuple n'épuiserait de loin pas la question. Mais les entités archangéliques, les véritables esprits des groupes ethniques, sont chargés de cette tâche. Or, vous vous en doutez, maintes autres choses appartiennent en propre à un peuple. D'où lui viennent-elles? Si l'esprit dirigeant un peuple, l'archange, ne rencontrait pas sur son terrain le corps éthérique de l'être humain, d'autres entités, et ne collaborait pas avec elles, bien des traits spécifiques d'un peuple ne pourraient pas apparaître.
L'homme est le théâtre où les archanges se trouvent en compagnie d'autres entités pour agir en commun et en quelque sorte travailler ensemble. Mais de cette collaboration, il résulte quelque chose de bien différent. Lorsqu'on étudie les peuples à l'aide de la clairvoyance, l'on trouve, chose remarquable, en plus des archanges que nous avons caractérisés, des entités mystérieuses qui leur sont apparentées à certains égards, tout en étant totalement différentes d'eux d'un autre point de vue. Principalement parce qu'elles sont capables de mettre en œuvre des forces bien plus importantes que les esprits des peuples. L'esprit du peuple agit dans l'âme humaine de façon extraordinairement fine et subtile quand il intervient dans les tempéraments. Mais ces autres entités agissent de façon plus robuste, avec des forces plus grandes. Voyons, d'après ce que nous savons des hiérarchies, où se situent ces autres entités qu'observe la conscience clairvoyante et quel nom il faut leur donner. Représentez-vous de la façon suivante la hiérarchie des esprits. En un, les êtres humains. En 2, les anges. En 3, les archanges. En 4, les esprits des origines ou de la personnalité. En 5, les puissances ou esprits de la forme. En continuant, nous en trouverions d'autres, mais laissons-les de côté aujourd'hui. Si vous vous souvenez à présent de la conférence précédente, et aussi de la chronique de l'Akasha et de la science de l'occulte, note du lecteur, il s'agit de deux autres ouvrages de Rudolf Steiner, fin de la note du lecteur, vous vous direz que celles de ces entités qui ont vécu leur stade humain au temps de l'ancien soleil sont les archanges. Les entités que nous nommons esprits de la forme ou puissance, ayant deux étapes d'avance sur les archanges, étaient alors elles-mêmes au niveau archangélique, elles étaient comparables aux actuels esprits des peuples que nous venons de décrire. C'était alors leur degré d'évolution normale. Or, il y a dans l'évolution un étrange mystère, une loi d'après laquelle certaines entités restent en arrière à chaque étape, de sorte qu'au stade suivant, elles ne sont pas à leur niveau d'évolution, mais gardent en somme le caractère qu'elles auraient dû avoir aux étapes antérieures. Pendant toute l'évolution de l'humanité, il y a toujours eu de ces entités qui sont ainsi restées en arrière. Parmi ces entités retardataires se trouvent des esprits de la forme ou puissance, et ces esprits sont restés en arrière d'une façon particulière. Ils sont effectivement, par certains de leurs caractères, puissance, esprit de la forme, c'est-à-dire les seuls esprits capables de conférer le je à l'être humain durant l'évolution de la Terre. Mais ils n'y parviennent cependant pas tout à fait, n'ayant pas toutes les qualités requises pour cela. Ces entités sont retardées de telle sorte qu'à l'époque terrestre actuelle, elles en sautent au niveau de l'archange au lieu de s'y être trouvées sur l'ancien soleil. Elles sont donc au niveau d'esprit des peuples tout en ayant des qualités toutes différentes de celles des archanges. Ceux-ci, qui ont deux étapes d'avance sur les êtres humains, leur restent un peu apparentés et interviennent avec discrétion dans la vie humaine. Les puissances, esprits de la forme, sont quatre échelons au-dessus de l'être humain. Ils ont donc de nombreuses et puissantes forces qui ne sauraient pas agir de façon aussi subtile. Leur action s'exercerait davantage en force, mais aucun autre champ d'activité ne s'offre à eux que celui des esprits des peuples normaux, des archanges. Il faut, et c'est difficile, apprendre à faire des distinctions dans le monde supérieur. Ceux qui croient pouvoir s'en tirer avec quelques notions se trompent lourdement. L'être humain qui s'élève dans ces mondes avec des connaissances superficielles y trouve bien les archanges. Mais il s'agit de discerner si ces esprits sont parvenus normalement à ce niveau ou s'ils auraient déjà dû s'y trouver sur l'ancien soleil. Ainsi, se rencontrent sur le même terrain les esprits des ethnies ou archanges et des entités placées au rang des archanges, mais douées de qualités tout autres, plus puissantes, propres d'ordinaire aux esprits de la forme,
ce qui leur permet d'intervenir profondément dans la nature humaine. Car qu'ont-ils donc fait de l'être humain au temps terrestre ces esprits de la forme? Songez que les êtres humains ne pourraient pas dire d'eux-mêmes moi ou je si les esprits de la forme n'avaient pas donné au cerveau la conformation qu'il a aujourd'hui. L'action de telles entités peut donc s'exercer jusque sur la forme physique, bien qu'elle ne se trouve qu'au niveau des archanges. On les voit en quelque sorte en compétition avec les esprits des ethnies sur le terrain de ces derniers. Ce que produit en premier lieu la rencontre de ces entités venant les unes d'un côté, les autres d'un autre, c'est le langage. C'est tout ce qui ne pourrait pas exister sans tout ce qui est construction et forme dans le corps humain. Dans la construction de l'être humain, vous trouvez l'activité de ces autres esprits du peuple qui sont reliés aux puissances de la nature et à l'être humain. N'allons donc pas attribuer tout bonnement le langage aux seules entités qui agissent dans l'intimité du tempérament du peuple et apposent leur marque au peuple en tant qu'esprit placé 2 degrés au-dessus de l'être humain. Les entités auxquelles nous devons le langage possèdent une force énorme et sont en réalité des puissances. Leur action va vers la Terre parce qu'elles y sont restées, alors que leurs congénères agissent sur le je, exerçant leur activité dans l'espace cosmique depuis le Soleil. Avant l'apparition du Christ Jésus, les êtres humains vénéraient Yahvé ou Jéhovah, et ensuite ils ont vénéré l'entité du Christ dont l'action provient de l'espace cosmique. Au sujet des esprits du langage, nous devons dire que l'être humain aime justement dans sa langue ce qui est resté près de la terre. Nous devons prendre l'habitude de changer nos façons de voir. Nous avons l'habitude d'appliquer à l'ensemble de l'univers des notions faites pour nous. Or, si l'être humain compare le retard d'évolution de ces autres entités à l'écolière qui double une classe, il a grand tort évidemment. Ce n'est pas pour avoir mal travaillé qu'elle n'avance pas, mais en vertu de la grande sagesse qui régit l'univers. Si certaines entités n'avaient pas renoncé à leur développement normal et ne poursuivaient pas leur évolution sur la Terre au lieu d'accompagner le Soleil, ce que nous appelons le langage ne pourrait pas exister ici-bas. En un sens, l'être humain doit porter à sa langue un amour fervent, car c'est en quelque sorte par amour que sont restées auprès de lui ces hautes entités qui ont renoncé à certaines qualités afin qu'il puisse se développer conformément à la sagesse. Tout comme il faut voir dans le fait d'avancer trop rapidement une manière de se sacrifier, il faut en voir une autre dans celui de s'attarder à des phases dépassées de l'évolution. Soyons bien au clair là-dessus. Les êtres humains n'auraient jamais pu accéder à certaines facultés si de pareils sacrifices n'avaient été consentis. Nous voyons ainsi des entités de nature différente échanger leur activité dans le corps éthérique de l'être humain et dans celui de l'esprit du peuple. Les archanges normalement évolués et les esprits de la forme demeurés au niveau des archanges, ayant renoncé à leur propre développement afin d'inculquer aux êtres humains, pendant leur séjour terrestre, la langue de leur peuple. Il leur a fallu une force suffisante pour transformer le larynx et tous les organes de la parole de telle façon que ces instruments puissent produire une manifestation physique, la parole précisément. Voyons donc justement le résultat de cette collaboration en ce qui, dans le peuple, est l'élément sentiment, das Gemüt, et le tempérament du peuple en union avec sa langue. Ce que l'être humain exprime par la parole, s'affirmant comme un membre de son peuple, ce qu'il fait résonner dans l'air, voilà ce que les esprits de la forme, en s'alliant aux esprits des peuples, arrivent à réaliser, uniquement du fait qu'ils en sont restés au niveau d'esprit du peuple avec leurs immenses forces et leurs énergies considérables. Nous avons ainsi évoqué une action concertée dans les domaines où agissent les esprits des peuples.
Mais une autre a lieu aussi dans un domaine différent. Je vous ai dit dans la dernière conférence que d'autres forces sont actives, les esprits des origines ou de la personnalité qui correspondent pendant l'existence de la Terre à ce qu'on appelle l'esprit du temps. Leur action est telle qu'à partir de leur propre je, de leur organisation psychique, ils interviennent dans le corps physique, dont ils mettent donc les forces en mouvement. Nous pouvons ainsi poser en principe que si à une époque donnée il se produit quoi que ce soit provenant de l'esprit du temps et qui manifeste l'esprit de ce temps, quelque chose qui fait faire un progrès à l'humanité, cela correspond à un travail réalisé dans notre existence terrestre grâce à des forces physiques. On peut s'en convaincre aisément, il suffit d'y réfléchir pour le comprendre. Des conditions préalables d'ordre physique sont réellement indispensables à ce que quelque chose naisse par l'esprit du temps. Pourriez-vous en effet vous figurer que Kepler, Copernic ou Périclès eussent pu vivre en un autre temps, dans des conditions toutes différentes? Les grandes individualités surgissent dans certaines circonstances temporelles tout à fait déterminées et dans des conditions qui, en un point précis du temps, ont été mises en place et organisées par l'action physique d'entités très élevées. Il s'agit vraiment ici de circonstances physiques. Il est vrai que nous ne devrons pas nous les représenter comme grossièrement matérielles, mais elles créent des configurations très particulières dans ce qui, physiquement, existe sur toute la Terre. Parfois, cette configuration est fort puissante. Parfois, il faut pour cela, si l'esprit du temps exerce son influence de quelque façon que ce soit, que se forme une constellation physique tout à fait spéciale. Rappelez-vous qu'à l'époque où l'on savait tailler le verre selon des formes déterminées, des enfants jouant dans une taillerie de cristal ont assemblé des morceaux de verre et que la loi d'optique de la lunette d'approche s'est révélée. L'inventeur de la longue vue n'eut plus qu'à mettre en application le principe découvert. Le fait est historique, mais pensez à tout ce qui s'est passé préalablement dans le physique. Il a fallu inventer les lentilles, les tailler, puis les assembler de la manière convenable. Vous pouvez certes parler de hasard, mais dans ce cas, vous renoncez du même coup à saisir les lois qui régissent ce genre de phénomène. Ce sont les archées, esprits des origines, qui font concourir les circonstances physiques. L'image reflétée de leur travail rassemble en un même point de la Terre les interventions de l'esprit du temps qui sinon seraient dispersées. Et à l'époque moderne, songez donc à tant et tant de choses qui n'auraient pu exister dans le physique si ce travail des archées dans vos corps physiques ne s'était pas effectué. C'est bien effectivement dans ce sens que les archaïs réalisent leurs tâches. Puisque les archées s'activent de cette manière à diriger l'esprit du temps, nous pouvons maintenant nous demander comment les esprits du temps inspirent intuitivement à l'humanité ce qui la fait progresser. Comme sous l'effet du hasard, un être humain est inspiré par un fait du monde physique. Ce qu'on dit à ce propos n'est pas toujours de la légende, même si c'est parfois le cas. Je ferai simplement allusion à la lampe d'église dans la cathédrale de Pise, dont l'oscillation régulière fit découvrir à Galilée la loi du pendule, ce qui entraîna par la suite les découvertes de Kepler et de Newton. L'on pourrait citer des centaines, des milliers de cas où l'activité pensante de l'être humain a été mise en rapport avec un phénomène physique et qui montrerait comment les intuitions venant des archées ou forces originelles se sont répandues dans le monde sous forme d'idées. Les idées d'une époque. Elles influencent les êtres humains dans leur évolution et règlent leur progrès, introduisant de nouvelles lois. Mais, dans ce domaine aussi, agissent ensemble les entités devenues normalement des esprits de la personnalité au cours de l'existence terrestre, et celles qui, ayant pris du retard sur l'ancienne lune, agissent à présent en tant qu'esprits de la personnalité, au lieu d'être des esprits de la forme ou puissance, comme elles devraient l'être. Ainsi, les entités qui ont renoncé à évoluer normalement
non pas dès l'étape solaire, mais à l'étape lunaire, sont actuellement des esprits de la personnalité, mais sans les qualités qu'ont normalement ces esprits. Cela signifie qu'elles ne communiquent pas leurs intuitions à la manière d'esprits de la personnalité, mais à celle d'esprits retardés de la forme. Leurs incitations ne s'exercent pas du dehors, elles ne laissent pas l'homme observer lui-même dans son intimité ce qui se passe dans le physique, mais elles influencent l'être intérieur en agissant sur la conformation du cerveau, ce qui imprime une certaine direction à l'activité pensante. C'est pourquoi à chaque époque, celle-ci est stimulée du dedans, de sorte que chacune des époques possède sa manière particulière de penser. Elle est en rapport avec la délicate configuration des pensées et les constellations internes. Là-dessus, à l'intérieur de l'être humain, travaillent les esprits retardés de la forme qui ont le caractère d'esprit de la personnalité, et ils produisent une manière déterminée de penser. Ils donnent au concept une certaine forme. Il en résulte que d'une époque à l'autre, les êtres humains sont non seulement guidés au sens des esprits de la personnalité par des intuitions les stimulant à faire d'eux-mêmes telle ou telle chose, mais encore ils sont littéralement poussés comme par des forces internes, de sorte que, du dedans vers le dehors, le penser se fait sentir physiquement, tout comme de l'autre côté se fait sentir dans le langage ce qui vient d'esprit de la forme retardée. Dans les formes mentales se manifestent ces esprits de la forme qui, en notre temps, jouent le rôle d'esprit de la personnalité. Ces esprits n'interviennent pas dans le centre intime de l'être humain, comme le font ceux qui lui laissent le soin d'agir selon son vouloir, car ils s'emparent de lui et le contraignent à avancer avec une force irrésistible. Aussi peut-on toujours distinguer deux types d'êtres humains parmi ceux qui sont animés par l'esprit du temps. Ceux qui sont animés par les esprits du temps véritables ayant évolué normalement sont en quelque sorte les représentants authentiques de leur époque. Nous pouvons les considérer comme des êtres humains qui devaient venir et nous dire que leur activité n'aurait pas pu s'exercer autrement. Mais d'autres êtres humains apparaissent aussi, en lesquels agissent ces esprits de la personnalité qui sont en réalité des esprits de la forme. Ce sont ces autres esprits que nous avons évoqués, les esprits du pensée qui ont atteint leur niveau actuel durant le cycle lunaire. L'homme est dès lors le théâtre où se rencontre toute cette activité. Il en résulte des échanges réciproques entre le langage et la pensée, parce que les échanges ne se font pas seulement entre esprits qui sont au même niveau d'évolution, les archanges d'évolution normale, qui règlent la façon de sentir, das Gemüt, et le tempérament d'un peuple, sont ainsi en rapport avec les entités dont nous venons de parler, esprits de la forme restés au niveau des archanges et esprits de la personnalité qui sont en réalité des esprits retardés de la forme. Ces deux aspects se présentent dans la nature humaine, dans l'entité humaine. Il est intéressant au plus haut point d'étudier ce rapport dans les différents peuples avec les connaissances de l'occultisme et la faculté de clairvoyance. L'on peut voir agir les esprits normaux des peuples, voir comment ils reçoivent alors les ordres des esprits du temps. Mais on voit aussi comment ces derniers coopèrent dans l'être intérieur de l'être humain avec les esprits du langage et avec ceux du penser, qui influencent les pensées humaines. Il y a donc dans cette vie intérieure non seulement des archanges normaux et d'autres qui ne le sont pas, mais aussi des archanges qui s'opposent aux esprits anormaux de la personnalité, lesquels règlent de l'intérieur l'activité intellectuelle d'une époque donnée. C'est tout particulièrement intéressant. Je vous ai prévenu qu'il faudrait évoquer des situations qui demandent toute votre compréhension spirituelle, étant donné que la langue qui rendrait tout cela vraisemblable et compréhensible n'existe pas encore. Le langage courant doit donc le dire en images, mais cela correspond à une réalité essentielle de l'évolution. C'est donc d'un intérêt extrême de suivre l'évolution relativement récente de l'humanité
et de savoir qu'un jour un pacte a été conclu entre l'un des plus influents parmi les esprits des peuples, un archange normalement évolué, et l'un des esprits agissant intérieurement comme esprit des forces pensantes, donc un esprit retardé de la personnalité. Ce contrat a eu des conséquences d'une importance significative au cours d'une certaine époque. Pour que ce pacte soit encore plus achevé, une entente fut également conclue avec l'archange anormal de ce temps, l'esprit alors dirigeant du langage. Ce fut donc le point du temps où coopérèrent l'élément archangélique normal et anormal, avec en plus la manière de penser dirigée du dedans par l'esprit retardé de la personnalité. Ce pacte à trois s'est reflété dans un certain peuple. C'est celui de l'Inde, le porteur de la première civilisation au temps post-atlantéen. Pendant cette période de civilisation agit la constellation où ces trois entités collaborèrent le plus harmonieusement. Elle eut pour conséquence l'impact que l'Inde a laissé dans l'histoire, car les effets du contrat dont nous avons parlé se sont fait sentir longtemps, encore aux époques où commencent les témoignages historiques. C'est pour cette raison que l'ancienne langue sacrée de l'Inde a possédé une telle force, a pu exercer une influence à ce point civilisatrice et agir d'une façon si puissante aux époques suivantes. Sa force, elle la devait aux archanges anormaux agissant dans le langage. La puissance du sanskrit repose effectivement sur le contrat dont je viens de parler. De ce pacte découle aussi la philosophie originale de l'Inde, philosophie qui, en tant qu'activité pensante créatrice issue des profondeurs de l'âme, n'a eu sa pareille chez aucun autre peuple au monde. C'est de là que provient la profonde harmonie de la pensée dans cette civilisation. Partout ailleurs, nous observons des conditions différentes. C'est seulement là qu'a pu se réaliser alors ce que nous avons évoqué. C'est pourquoi il est si attrayant de suivre les détours de cette pensée, car l'enchaînement en particulier des idées est dû à ce qu'elles traduisent, non pas la prépondérance de l'archange normal sur l'archange anormal, mais l'harmonie et l'achèvement. C'est qu'en effet, chaque pensée a bien été assimilée par le tempérament du peuple, et son développement poursuivi avec amour jusque dans le détail, au temps lointain où le peuple de l'Inde fit fleurir la première des civilisations après l'Atlantide. Et si l'action de la langue sanskrite s'est ainsi prolongée, c'est parce qu'il n'y a pas eu le combat qui aurait eu lieu partout ailleurs, mais l'entente entre l'archange normalement évolué et celui dont l'évolution est anormale. On peut donc dire que la langue, issue du tempérament le plus pur, est elle-même le produit de ce tempérament. C'est là le secret de ce peuple, le premier des peuples civilisés post-atlantéens. Mais il faut aussi, dans tous les autres peuples, tenir compte de la singulière interaction qui s'établit entre ces trois forces, entre l'archange esprit normal du peuple, l'archange anormalement développé et l'esprit anormal du temps, qui agit du dedans vers le dehors et non comme un esprit du temps. S'y ajoute enfin ce que l'esprit authentique du temps communique intérieurement au peuple. C'est là-dessus que repose la véritable connaissance d'un peuple. Il faut déceler intérieurement ses forces et apprécier la part de chacun des facteurs dans la constitution de ce peuple. C'est pourquoi il est si difficile de définir le mot peuple, entre guillemets, si l'on ignore le jeu des forces occultes dans l'évolution de l'humanité. Consultez les ouvrages de quelque pays que ce soit où l'on s'est efforcé de le faire, et vous verrez combien il existe de ces définitions du concept entre guillemets de peuple et combien elles diffèrent les unes des autres. Elles sont forcément divergentes, car l'un sent plutôt ce qui vient de l'archange normal, un autre plutôt ce qui vient de l'archange anormal, et le troisième ce qui est dû aux grandes individualités du peuple. Et ce qu'il sent, c'est sur quoi il construit sa définition.
La science de l'esprit fait clairement comprendre que ces définitions ne sont pas nécessairement fausses, mais qu'elles procèdent de la maya, de l'illusion. Ce qui est écrit révèle que son auteur voit la seule maya et ignore l'action de forces différentes. C'est pourquoi le concept sera tout autre si, par la science de l'esprit, on considère par exemple le peuple suisse vivant sur un territoire donné, mais parlant trois langues, ou bien un peuple à une seule langue. Pourquoi l'action de certains peuples est davantage due à l'esprit de la personnalité? Autrement dit, pourquoi leur existence repose notablement sur l'action conjuguée de certaines personnalités individuelles? Nous aurons à le voir par la suite. L'on trouve aussi sur la Terre de ces peuples dont l'existence dépend beaucoup de l'esprit anormal de la personnalité. Les esprits de ce type ne travaillent pas à la poursuite de l'évolution. Essayez par exemple de voir clair au sujet du caractère des Américains du Nord. Vous avez là un peuple qui repose sur ce principe jusqu'à nouvel ordre. Vous le verrez, nous ne pourrons comprendre l'histoire universelle, pour autant qu'elle est l'histoire des peuples, qu'en tenant compte des deux sortes d'archanges et des deux sortes d'esprits de la personnalité, durant qu'ils tiennent l'un par rapport à l'autre dans leur collaboration, et en même temps de l'ordre selon lequel les peuples se succèdent dans le déroulement historique du monde. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soesprit.info, menu podcast. À bientôt.